c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Pour ce nouvel épisode de Palmarès, place à l'un des cinéastes britanniques les plus prolifiques, encore à 87 ans en 2024, Ridley Scott. On le retrouve ici avec son blockbuster qui a atteint dès sa sortie en 2000 le statut de film culte. Je vais vous parler de Gladiator. Un film inoubliable grâce au destin de son héros, ses décors impressionnants et ses séquences épiques tournées entre l'Angleterre, le Maroc et Malte, avec une réplique frappante du Colisée de Rome. Le 13 novembre prochain sera marqué par la sortie événement du second volet de ce film culte, Oscar du meilleur film, sorti il y a 24 ans, mais qui reste pour beaucoup aujourd'hui encore leur film préféré. I remember that day. I never forgot it. That a slave could take revenge against an emperor. Toujours signé du légendaire Ridley Scott, avec Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen ou encore Joseph Quinn, Gladiator 2 s'annonce déjà comme l'un des plus gros succès de l'année. Avant d'en venir au cœur de l'histoire, il est important de rappeler le contexte dans lequel est sorti le blockbuster. Si le genre du péplum, c'est-à-dire un film qui se déroule pendant l'Antiquité, a eu du succès dans les années 50 et 60, notamment avec Spartacus, la mort est la seule liberté pour un esclave. On ne peut pas dire que ce soit le style de cinéma le plus demandé au tournant des années 2000. Mais le projet de Gladiator commence avec le scénariste David Franzoni. Convaincu qu'il tient un scénario intéressant sur l'époque romaine, il va démarcher les grands studios hollywoodiens en centrant son récit autour de deux personnages. Commode, le dernier empereur fils de Marc Aurèle, et un gladiateur inoubliable. Bingo! DreamWorks dit oui et embauche Ridley Scott pour réaliser le film. Le budget global du film est de 103 millions de dollars, soit plus de 92 millions d'euros, en partie pour des décors presque grandeur nature. Mais c'est surtout dans des face-à-face et des dialogues mythiques que se jouent les moments clés du film. Le décor est planté en 180 après Jésus-Christ. Tout commence avec des indications narratives écrites à l'écran. Il s'étendait des déserts de l'Afrique au nord de la Bretagne. Un quart de la population du monde vivait et mourait en subissant la loi des Césars. L'hiver de l'an 180 après Jésus-Christ, les 12 ans de campagne de Marc Aurèle contre les tribus de Germanie s'achevaient. Un seul bastion empêchait encore la victoire romaine et la promesse de paix à travers l'Empire. L'Empire en question, c'est l'Empire romain. Et il ne va pas être raconté du point de vue de ceux qui règnent, mais bien de celui d'un homme et d'un destin taillé pour le cinéma. Une main apparaît, frôlant le blé des champs, puis un visage. Difficile de lui donner un âge, mais avec ses cheveux courts bruns et sa barbe de quelques jours, il doit avoir entre 30 et 40 ans. Il est pensif face au vent, qui balaie la peau de bête posée sur son armure. C'est Maximus. Fidèle général qui a permis à l'empereur Marc Aurèle, campé par Richard Harris, de remporter une victoire contre les barbares en Germanie. Ses soldats le suivent par centaines, à cheval sur un champ de bataille où les corps se mêlent à la brume
et le salue avec respect à son passage. Maximus apparaît sous les traits de l'acteur néo-zélandais Russell Crowe. À l'époque, l'acteur a 36 ans et s'est déjà fait remarquer dans Highly Confidential en 1997 et Révélation en 1999. Force et honneur. Force et honneur. À mon signal. Déchaîne les enfers. Ici, il a l'air sombre, déterminé et prêt à lancer l'assaut. Archer! Enflammez! 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 La bataille est longue. Les flèches sont lancées, les soldats tombent, les têtes aussi, sur un terrain boueux et humide. Au loin, une calèche fait son arrivée, avec à l'intérieur un homme du même âge que Maximus, mais dont l'apparence tranche. Il est tiré à 4 épingles, porte un grand manteau et affiche un air arrogant. Crois-tu qu'il est vraiment mourant? C'est Commode, le fils de l'empereur régnant Marc Aurèle, incarné par Joaquin Phoenix pour son premier rôle pivot au cinéma. Et les sénateurs, ils ne nous auraient pas fait T'en appeler... prie, Commode. Après 2 semaines de route, tes machinations incessantes me donnent la migraine. À ses côtés, une femme du même âge que lui, à la chevelure blonde, est allongée. Il lui assure qu'il est certain, qu'il a pris sa décision, qu'il va l'annoncer, le nommer. Il va me nommer. Il est évidemment question de son père l'empereur, malade et supposé enfin choisir un successeur. Quand il arrive sur le champ de bataille, la femme lui envoie un baiser, comme pour lui souhaiter bonne chance. Ce n'est pas l'épouse de Commode, mais sa sœur Lucilla, jouée par l'actrice danoise Connie Nielsen. Mais la frontière entre l'épouse et la sœur sera mince jusqu'à la fin. Pendant ce temps, Marc Aurèle félicite Maximus pour sa victoire et lui pose une question. Comment puis-je récompenser le plus grand général de Rome? Que souhaite-t-il en guise de remerciement? L'unique souhait de Maximus est de rentrer chez lui. Laissez-moi rentrer chez moi. Ah, chez toi? Il n'y a pas mis les pieds depuis 2 ans, 264 jours et 1 matinée. La scène clé souligne la considération que porte l'empereur au général, contrairement à son fils Commode. Quand Commode arrive fièrement sur le champ de bataille, son père est là pour lui rappeler qu'il arrive après la bataille. Tu as manqué la guerre. Père, mes félicitations. Honore Maximus, c'est lui qui a gagné la bataille. Quant à sa fille, elle retient au contraire toute son attention avec une phrase tendre et parlante. Si seulement tu étais né homme, quel César tu aurais fait. Quel César tu aurais fait. Marc Aurèle rechigne à laisser Maximus rentrer chez lui, car il a un souhait. Dis-moi encore, Maximus, pourquoi sommes-nous ici? Il veut qu'il lui succède à la place de son fils, mais pas n'importe comment. Qu'attends-tu de moi, César? Je veux que tu deviennes le protecteur de Rome à ma mort. Il deviendra protecteur de Rome après sa mort, avec pour objectif de redonner la puissance au peuple et de mettre fin à la corruption. Et en finir avec la corruption. Il lui affirme que Commode ne régnera pas et que c'est lui qui aurait dû être son fils. Une scène clé qui a lieu alors que Commode est persuadé que son père va lui passer la main. Les 2 enfants de Marc Aurèle connaissent bien Maximus. On voit ensuite Lucilla et Maximus rattraper les 8 années passées en quelques phrases. Commode espère que mon père va annoncer sa succession ces jours-ci. Serviras-tu mon frère comme tu as servi son père? Elle a un fils de 8 ans qui s'appelle Lucius, et lui aussi a un fils qui aura bientôt 8 ans. Vous allez comprendre que cet élément n'est pas anodin. Bien qu'ils n'apparaissent pas réunis à l'écran,
Des images transportent le spectateur dans le lieu où vit la famille de Maximus. Dans ces séquences, la musique composée par Hans Zimmer prend de plus en plus de place, créant un effet de nostalgie sans pareil. C'est même l'un des éléments clés du film. Chaque scène forte est encore plus émouvante grâce à la bande originale signée Hans Zimmer, le compositeur indispensable d'Hollywood, à qui l'on doit aussi celle du Roi Lion de 1994 et plus récemment Dune de Denis Villeneuve. Voilà que Marc Aurèle décide de parler à son fils Commode et de lui demander s'il est prêt à servir Rome. Tu es prêt à faire ton devoir pour Rome? Oui, père. Contrairement à ce que son fils pense, il lui annonce qu'il ne sera pas empereur, mais que ce pouvoir sera donné à Maximus jusqu'à ce que le Sénat règne et que Rome devienne une république. Qu'est-ce qu'il y a en moi que tu aies tant? Commode. La colère du fils laisse entrevoir un moment déchirant père-fils, où Marc Aurèle, humble, admet ses erreurs. Ta faute en tant que fils et mon échec en tant que père. Seulement tu m'avais aimé. Il ne faut que quelques secondes pour que le fils décide d'étouffer son père. Après le parricide, Commode annonce cette mort à Maximus et lui demande de lui apporter sa loyauté. Ton empereur te demande fidélité, Maximus. Prends ma main. Ce qu'il refuse. Sa sœur Lucilla, bouleversée, est obligée d'obéir par un « Ave César ». Ce dernier ordonne aux soldats d'arrêter Maximus. Tout est sur le point de basculer. Alors que Maximus est prêt à mener la révolte contre Commode, l'empereur usurpateur, Garde! Ce dernier ordonne aux soldats d'arrêter Maximus. Sur le point d'être exécuté en pleine campagne, Maximus livre l'une des scènes les plus héroïques du film en désarmant les soldats qui l'entourent. Libre, il chevauche dans les contrées romaines pour réaliser son rêve, retrouver sa famille. À l'approche du lieu supposé être le paysage lumineux, rêvé et idéalisé depuis des années, un contraste utilisé par Ridley Scott tout au long du film, c'est tout l'inverse que l'on découvre à l'écran. Tout a été brûlé. Devant la maison de Maximus, des jambes et pieds pendants suffisent à comprendre que son fils et sa femme ont été pendus et brûlés par les soldats de Commode. Inconsolable et épuisé, le héros déchu tombe au sol et se retrouve dans son sommeil, embarqué par des marchands d'esclaves. C'est là, à Zoukabar, de l'autre côté de la Méditerranée, que le désormais esclave, acheté par un propriétaire nommé Proximo, se retrouve gladiateur. Gladiateur, je vous salue. Il combat de toutes ses forces et glorieux de toutes ses victoires est surnommé l'Espagnol. Avec une promesse, combattre dans le Colisée de Rome. La vision épique du film s'installe. Il n'y a pas de suspense quant à la suite des aventures de Maximus, qui sera bientôt confronté à celui qui a voulu le supprimer. Arrivé à Rome, derrière les barreaux du Colisée où sont gardés les gladiateurs avant les combats, il attire l'attention d'un jeune garçon. Gladiateur, es-tu celui qu'on appelle l'Espagnol? Oui. C'est Lucius,
le neveu de Commode et fils de Lucilla, qui a entendu des histoires à propos du gladiateur. Apparemment, il serait celui qui peut écraser le crâne d'un homme avec une seule main. Maximus est ému de retrouver le jeune garçon qui a le même âge que son fils assassiné. Le petit se fait une joie de le voir combattre dans l'arène principale de l'Empire. Si vous aimez les scènes de combat, celles de Gladiator, qui sont plutôt longues et filmées sous tous les angles, sont immanquables. Restez groupés! Mais c'est aussi souvent à l'issue de celle-ci qu'une révélation a lieu. Impossible de ne pas remarquer l'agilité de Russell Crowe dans ces scènes. Il faut savoir que pour devenir gladiateur, l'acteur a perdu du poids, gagné beaucoup de muscles et s'est entraîné durement pendant plusieurs mois. En plus des pratiques sportives régulières, il a même appris l'art du combat à l'épée pour les célèbres scènes. Mais pour lui, rien n'a été facile. Le tournage l'a marqué physiquement. Il en est sorti avec plusieurs blessures, à l'épaule et aux hanches, qui ont nécessité des opérations, et il en garde aujourd'hui des séquelles. Et la victoire va aux barbares! Et justement, quand Maximus, méconnaissable en raison de l'armure et du casque recouvrant sa tête, remporte le combat au cœur du Colisée de Rome, l'empereur Commode, présent aux premières loges, compte bien le saluer. Gladiateur, l'empereur veut te parler. Dans le sable du Colisée, le gladiateur a caché une lame. Son souhait est de tuer celui qui a fait assassiner sa famille, mais au dernier moment, le petit Lucius apparaît aux côtés de sa proie, et le gladiateur se ravise. Esclave! Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Quand Commode lui demande d'enlever son casque et de se présenter, le héros livre un monologue culte avec une diction et un rythme digne des plus grands instants hollywoodiens. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle, père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre. Vous avez entendu sa dernière phrase ? Elle est désormais culte. Et pourtant, elle témoigne des difficultés liées au tournage, assez compliqué. En effet, le tournage a débuté alors que le scénario n'était pas encore terminé, et ces aléas ont créé de grosses tensions entre Ridley Scott et Russell Crowe. L'acteur n'était pas toujours d'accord avec les répliques qui lui étaient imposées, dont cette réplique culte, ni avec l'évolution du destin de Maximus. Retour au film. Maximus est donc bel et bien toujours en vie. Alors que les milliers de spectateurs présents applaudissent l'exploit de cet homme, ancien général ayant survécu à une tentative d'assassinat, le fils de Marc Aurèle quitte le Colisée, ivre de rage et apeuré par le gladiateur qui remet en cause son pouvoir. Si Maximus est bien le héros du film, Ridley Scott et les scénaristes mettent cependant en scène un triangle complexe avec 3 personnages majeurs. Petit à petit, l'importance de Lucilla devient incontournable. Toujours silencieuse face à son frère tyrannique et amoureux d'elle, elle prend un risque en visitant Maximus dans sa cellule. On comprend que Lucilla et Maximus étaient amants et qu'elle l'aime toujours. Après avoir fait table rase du passé et de leurs différends, elle lui promet de l'aider à s'en sortir, quitte à trahir son frère l'empereur. Le personnage de Commode, véritable vilain de cinéma, devient de plus en plus cruel. On m'a dit que ton fils a crié comme une fille.
quand on l'a cloué sur la croix. Comme lorsqu'il explique à Maximus comment son fils et sa femme ont vécu leurs derniers instants avant de mourir. Et ta femme gémit comme une putain. Quand ils l'ont ravagée. Encore. Et encore. Et encore. Avec un sang-froid sans précédent, le gladiateur reste droit et menace Commode. Le temps de t'honorer touchera bientôt à sa fin. Le héros prépare son évasion à l'aide de son ancienne garde rapprochée, toujours fidèle, et de Lucilla. Mais chaque personnage ayant son importance, c'est le petit Lucius qui, en jouant avec ses figurines, trahit involontairement le plan du gladiateur lorsqu'il dit « Je suis Maximus, le sauveur de Rome !» Le sauveur de Rome. Ces quelques mots n'échappent pas à son oncle qui lui demande où il a entendu ces mots. Et qui t'a dit ça? Pour créer le suspense, la réponse du garçon de 8 ans n'est pas dite à haute voix, mais chuchotée à l'oreille de son oncle, renforçant l'attente quant à la dernière partie du film, qui se dessine clairement. La cruauté de Commode est accentuée au retour de Lucilla. Plutôt que de lui dire qu'il a compris sa trahison, il utilise son neveu comme un pion sous les yeux terrifiés de sa mère, avec des menaces implicites et pourtant si claires. Tu vois, Lucius, parfois, les altesses royales se comportent très bizarrement et font des choses bien étranges au nom de l'amour. Je trouve ça idiot. Moi aussi. Si elle ne se range pas de son côté, moi aussi, il les tuera. Maximus! L'évasion et la prise de pouvoir de Maximus est donc stoppée, ses proches tués. Je suis désolé. Dans la pénombre, hors de la ville, le brouillard cache presque les proches de Commode venus lui tendre un piège. En contraste avec cette scène, Commode regarde Rome s'éveiller et, face au lever du soleil, reçoit la confirmation que tout s'est passé selon ses souhaits. C'est fait. Maximus a été arrêté et ne renversera pas l'Empire romain. Et que faire de mon neveu? Et que faire de sa mère? Pour Commode, sa sœur est désormais une traîtresse. Elle se retrouve ligotée sur une chaise, en larmes, comme un jouet, avec l'obligation de l'aimer et de lui donner un héritier de pur sang. Pur. Pour que Commode et sa descendance règnent pendant 1000 ans. Voilà l'heure de l'ultime combat. Face à Maximus, Commode, plus sûr de lui que jamais, se moque du général devenu esclave, de l'esclave devenu un gladiateur, le gladiateur qui a défié un empereur. Il annonce qu'il va le défier. Pour être certain de gagner, il le poignarde au cœur et demande à ce que sa blessure soit cachée pour leur combat. Mets-lui son armure. Dissimule la plaie. Mais la bataille ne sera pas si simple. Malgré sa blessure et sa plus faible agilité, Maximus blesse Commode au dos et après des minutes de suspense, le tue en enfonçant son épée dans la gorge. Le regard de Maximus vacille. Ce regard suffit à comprendre que le héros ne survivra pas.
Ridley Scott parvient habilement à laisser l'émotion reprendre le dessus. La séquence de son passage dans l'autre monde est illustrée par des images le montrant, encore une fois, marchant dans un champ pour rejoindre sa femme et son fils. D'une certaine manière, la mort aura été libératrice, lui permettant de retrouver ses proches, mais participera aussi à faire vivre sa légende. Ça, c'est au spectateur de le choisir. Face à Lucilla, alors qu'il est sur le point de mourir, Maximus prononce une dernière phrase qui ne passera pas inaperçue aux yeux des fans. Lucius est sauvé. C'est une question qui nous a tenus en haleine pendant 2h40 et auquel aucune véritable réponse n'a été donnée. Lucius est-il le fils des amours de Maximus et Lucilla ? Il aura fallu attendre 2023 pour que Ridley Scott le confirme dans une interview à Total Film. Impuissante et dévastée mais toujours très digne, Lucilla demande aux soldats de porter le corps inerte de Maximus pour sortir du Colisée, tel un héros qui aura le droit au respect éternel. Maintenant, nous sommes libres. Et nous nous reverrons. En finissant les 2h45 de Gladiator, une question se pose. À quel point le blockbuster est-il fidèle à la réalité historique ? Vous vous en doutiez, mais Maximus est bien une invention des scénaristes, même si son personnage est inspiré par d'autres destins de l'époque. Marc Aurèle et Commode ont bien été empereurs. En résumé, plusieurs anachronismes et inexactitudes temporelles ont été repérés par les spécialistes. Et pourtant, cela n'enlève rien de sa splendeur cinématographique. Le décès soudain d'un acteur a aussi bouleversé le tournage à La Valette, à Malte. Oliver Reed, interprète de Proximo, l'ancien gladiateur qui a formé Maximus, est mort d'une crise cardiaque dans un pub alors qu'il lui restait plusieurs scènes à tourner. Des effets techniques ont finalement permis de terminer Gladiator. Malgré tout cela, le triomphe de Gladiator a bien lieu. D'abord au box-office, avec 450 millions de dollars de recettes, puis dans les prestigieuses cérémonies. Aux Oscars 2001, où il est nommé dans 12 catégories, il remporte 5 prix majeurs, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe. Gladiator. Russell Crowe. Pourtant, le Néo-Zélandais n'était que le second choix du réalisateur qui avait d'abord fait appel à Mel Gibson. 24 ans plus tard, reste en mémoire l'héroïsme du personnage principal, Maximus, dont la bravoure et la fidélité pour Rome sont sans faille. À l'opposé, le personnage de Commode est impeccablement interprété par Joaquin Phoenix, l'un des vilains les plus marquants du 7e art. Vous l'avez peut-être remarqué quand il a été question du cœur de l'intrigue de Gladiator, mais la force de ce drame est de cumuler des thèmes variés. Violence, politique, action, amour et émotion. Dans un article de 2002, le New York Times brandit le terme de Gladiator Effect parce que le blockbuster a permis au public de se passionner pour la Rome antique. Cela passe autant par l'achat de livres spécialisés en librairie que de voyages en Italie. Et surtout, je vous disais au début que le genre du péplum était assez mal perçu en 2000. Eh bien, à la suite de ce succès, d'autres films du genre ont vu le jour. Le plus grand succès restera 3, avec Brad Pitt, sorti en 2003. Gladiator 2, qui sortira au cinéma en France le 13 novembre avant tout le monde, toujours réalisé par Ridley Scott, réunira un casting XXL.
l'Irlandais Paul Mescal, l'un des acteurs les plus en vue à Hollywood en ce moment dans le rôle de Lucius, mais aussi Pedro Pascal, star de la série The Last of Us qui incarnera le général Marcus Acacius. Enfin, l'iconique Denzel Washington, qu'on ne présente plus, sera dans la peau du sulfureux Macrinus et la magnifique Connie Nielsen revient dans le rôle de Lucilla. On retrouve également Joseph Quinn, vu dans Stranger Things, impeccable dans le costume de l'un des 2 empereurs mégalos. Sur fond de Rome antique, Gladiator 2 réunit tous les ingrédients qui ont fait la renommée du premier. Grand spectacle et combats épiques, émotion, intrigue, vengeance et quête de pouvoir. De quoi ravir les fans de la première heure, comme ceux de la nouvelle génération. Alors rendez-vous au cinéma à partir du 13 novembre. Voilà, vous connaissez tout ou presque de Gladiator. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Palmarès.